Bonjour à tous, moi c'est Clément Duvaux, je travaille chez Grafana Labs en tant que Solution Engineer pour les partenaires. Donc mon rôle c'est de trouver des solutions avec nos produits techniques pour les sociétés qui intègrent Grafana pour les entreprises en Europe. Et on va parler d'Open Télémétrie. Oui, c'est moi. Ah oui, il faut que je partage. Oui, bien sûr, monsieur. Sinon, il y a des gens qui vont être lésés. Hop. Partager l'écran. C'est parti. Ah, c'est bon? Yes. On est reparti. Et on va parler d'Open Télémétrie aujourd'hui. Et donc, on y va. Donc, on va déjà commencer par une première question. Pourquoi Open Télémétrie? Et c'est à vous que je vais poser la question, puisque je vais vous demander combien est-ce que vous utilisez de technologie aujourd'hui, de technologie de monitoring. Donc, vous pouvez scanner ce QR code et répondre aux questions. Alors, je vais attendre un petit peu qu'il y ait du monde qui vienne quand même. Ou celle que vous connaissez à la limite si vous n'en utilisez pas. Il y a combien de personnes dans la salle? J'ai la flemme de compter un peu quand même. Ouais. Ok. Voilà, on a déjà presque 50 personnes. Est-ce que c'est bon? Enfin, qui n'arrive pas à rejoindre? Oui, en attente. Ok, personne. Allez, c'est parti alors. Première question alors. Combien de technologies vous utilisez pour le monitoring ou l'observabilité? Et on a combien de réponses là? On commence à être pas mal. Ok. Une quinzaine, une trentaine, 45. Ok. Ok. Alors, même s'il y a des gens qui continuent de répondre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a nécessairement toujours beaucoup de technologies de monitoring, puisque là, on a une cinquantaine de personnes qui répondent et juste Prometheus et Elastic, ça fait plus. Donc, vous rajoutez tout le reste, ça veut dire que tout le monde a 2, 3, 4, 5 technologies de monitoring utilisées. Et ça, c'est juste dans votre équipe. Ça se trouve, votre boîte, elle en a plutôt 8, 10, 12 que 4, 5. Et c'est un des enjeux auxquels OpenTelemetry essaye de répondre aujourd'hui. Si ça veut bien rechanger de slide. Ouais, non, c'est okay. Non, ça veut pas. J'ai plus de slide. Hop, on y retourne. Et voilà. Donc, quand on interroge les CTO, les directions techniques sur pourquoi est-ce qu'ils investissent sur OpenTelemetry, grosso modo, la réponse, c'est parce qu'on a beaucoup de technologies et qu'on essaye de tout synthétiser dans une seule façon de faire. Donc, tous ces bénéfices-là, c'est ce que visent généralement les CTO, les DSI qui répondent à nos enquêtes. C'est le fait de pouvoir dire on va augmenter la productivité, faciliter le recrutement et parier sur quelque chose d'avenir. Pourquoi faciliter la productivité et le recrutement? Parce que si vous avez une seule façon de monitorer des applications, c'est tout de suite plus facile de trouver des gens pour monitorer les choses. Pourquoi? Parce que si vous êtes sur une technologie, je vais prendre au hasard, vous utilisez Isinga. Qui sait ce que c'est Isinga dans la salle?
Voilà. Bon, donc c'est les 2 seules personnes que vous pouvez recruter. Donc c'est un petit peu compliqué. Par contre, si vous avez un standard qui répond à toutes ces technologies-là, vous pouvez plus facilement trouver des gens et les recruter et être productif, rapidement. Donc on voit un petit peu l'idée, les DSI, les CTO, ils veulent économiser de l'argent comme toujours, hein. Mais du coup, qu'est-ce que c'est OpenTelemetry? Alors OpenTelemetry, c'est énormément de choses en même temps. Alors ça, vous pouvez le retrouver sur, la documentation d'OpenTelemetry. Mais si on fait 3 grandes catégories en fait de composants dans OpenTelemetry, c'est ces 3 là. Le premier, c'est tout ce qui va être les librairies, les SDK, tout ce qui va vous permettre de générer des métriques, des traces, récupérer des logs, dans tout un tas de situations. Le deuxième composante, c'est les standards, les spécifications, les conventions, donc tout ce qui est, attrait à l'organisation en elle-même. Et le troisième gros composant, c'est le middleware, c'est OpenTelemetry Collector, qui est un agent qui peut traiter des métriques, des logs, des traces, dans tout un tas de formats, et les convertir en format OpenTelemetry. Et donc on va aller voir, ces 3 composants-là, étudier un petit peu, ce que c'est et à quoi ça correspond. Mais, avant de faire ça, j'ai une nouvelle question pour vous. C'est quelle partie vous semble la plus, importante ou la plus intéressante à minima, dans ces composants-là? Donc je vous encourage à je vois qu'il y a plein de gens qui ont fermé. Est-ce que vous voulez que je remette le QR code ou pas? Ou c'est bon? Non, c'est bon. Ceux qui veulent le QR code, faut lever la main maintenant. Ah et voilà, il y en a un qui a demandé. Désolé, mais c'est une démocratie. Il est gros quand même le QR code, hein, donc là, faut changer de téléphone, hein. C'est bon? Bon, il y a le lien écrit en haut sinon si le QR code marche pas. Allez, donc quelle partie vous semble la plus intéressante dans OpenTelemetry? Donc pour rappel, les 3 grandes catégories que j'avais présentées, mais vous pouvez mettre, ce que vous voulez, hein, c'est libre. Les librairies, le collecteur, la convention, les spécifications, tout ça. OK, on va commencer à avoir les premières réponses. Convention, middleware, les libres clients. Le collecteur commence à se détacher. Kubernetes. Alors Kubernetes, c'est pas dans OpenTelemetry, hein. Le collecteur. OK. Donc grosso modo, le collecteur, c'est quand même celui qui est, le plus, demandé et du coup, bah, je vais vous le présenter, mais vous me brisez le cœur parce que, c'est à mon avis pas le plus intéressant, dans, OpenTelemetry. Le collecteur. Alors le collecteur, c'est un agent qui peut faire des tas de choses et dans l'agent, dans l'OpenTelemetry Collector, vous avez 3 composants, 3 types de composants principaux. Les premiers, c'est ce qu'on appelle les receivers. Donc c'est tout ce qui va soit aller chercher de la donnée, soit recevoir de la donnée dans tout un tas de formats. Donc vous pouvez recevoir des données, typiquement aller chercher des données Prometheus, recevoir évidemment dans le format OpenTelemetry, mais aussi recevoir dans un format Jaeger, Datadog, Elastic. Il y a un tas de receivers pour ça. Une fois que ces données elles sont arrivées dans le collecteur, lui, va les transformer pour qu'elles soient au format OpenTelemetry. Et ensuite, va les passer au deuxième type de composants, les processors. Donc les processors, c'est vos pipelines de données. Donc vous pouvez les filtrer, vous pouvez rajouter des métadonnées, vous pouvez faire des tas de choses avec. C'est là où vous allez définir qu'est-ce que je veux faire avec ces métriques, ces logs, ces traces. Une fois que votre pipeline arrive au bout, vous avez en bout de course des exporteurs. Donc les exporteurs, c'est où est-ce que je vais envoyer ces données-là? Est-ce que je les écris en console? Est-ce que je les envoie à Prometheus? Est-ce que je garde le format OpenTelemetry? OTLP, c'est Open Telemetry Line Protocol.
ou est-ce que je les envoie à Datadog, Elasticsearch, qu'importe. Euh, OK, donc vous êtes content, ça y est, on a vu le collecteur, maintenant on va passer au truc intéressant. Et pour ça, j'ai une autre question pour vous à nouveau. Quel langage est-ce que vous utilisez, pour vos applications? Et je suis intéressé de voir, qui utilise des trucs exotiques. Eh ben voilà, il y en a toujours un qui vote Rust. OK. OK, Python, JavaScript, beaucoup quand même. OK. Others, OK. Il y a combien là? Cinquantaine. OK, on arrive à peu près au bout du sondage. Alors vous avez vu qu'il y avait des bonnes et des mauvaises réponses. Il n'y a jamais de bonnes et de mauvaises réponses, mais dans ce cas précis, pourquoi j'ai mis des bonnes et des mauvaises réponses? Parce que ça dépend de s'il y a une instrumentation automatique. Donc désolé pour ceux qui font du Rust, mais Rust, c'est globalement en bêta. Donc tout est en bêta. Hem, OpenTelemetry, vous allez voir que les traces sont stables à peu près partout. C'est vraiment le premier signal qui a été, mis en place par OpenTelemetry, donc c'est très stable. Les métriques, c'est en grande partie stable. Il y a quelques parties qui sont en développement, mais globalement, pour la plupart des langages, c'est stable. Les logs, c'est moins un problème. OpenTelemetry, c'est moins, pris d'amour pour les logs parce que c'est plus facile d'aller récupérer les logs. Généralement, ça finit toujours dans un fichier ou ce genre de choses, donc c'est moins prioritaire, au départ. Et il y a une quatrième catégorie maintenant qui sont les profils que vous ne trouverez pas dans cette table dans la doc, pour la simple et bonne raison que c'est tout nouveau. Ça a été, je crois, mergé dans la convention en novembre, et l'agent n'est pas mergé du tout, donc il y a pas grand-chose, prêt pour la production, mais ça va aller assez vite puisque, l'agent, c'est un agent qui a été donné par Elastic, qui du coup, gère déjà pas mal de langages. Et il y a et donc ça va aller assez vite. Et vous avez du coup ce que OpenTelemetry appelle des zero code instrumentation pour certains langages. Donc ceux qui ont eu des bonnes réponses, c'était ça, le zero code instrumentation, donc pour Go, .NET, PHP, et cetera. Donc la façon de faire va dépendre de chaque langage. Typiquement dans PHP, faut rajouter des librairies avec Composer. Dans JavaScript, bah, vous allez utiliser NPM. Ça va dépendre de chaque langage, mais l'idée du zero code, c'est que vous avez très peu de modifications à faire ou aucune modification à faire pour récupérer les traces, les logs et les métriques automatiquement. Donc là, on est sur la partie librairie. Mais ça, c'est tout ce qui est les librairies officielles qui sont disponibles et il y a tout un tas d'autres librairies non officielles. Il y a un composant que j'aimerais vous présenter qui est en cours de donation à l'Open Telemetry Foundation, enfin à la CNCF. Grafana Beyla, c'est un projet qu'on a chez nous, qui fait de l'eBPF. Qui ne sait pas du tout ce qu'est eBPF? OK, donc je vais quand même rappeler ce qu'est eBPF. eBPF, c'est un système dans Linux pour surcharger des fonctions kernel. Et donc l'idée avec Beyla, ce qu'on fait, c'est que dès que vous avez une connexion entrante ou sortante, forcément, à un moment, quand vous faites un fetch, par exemple, en JavaScript, votre kernel Linux, forcément, il va router votre demande, il va aller gérer cette connexion. Et avec eBPF, nous, on va surcharger cette fonction pour détecter tous les appels entrants et sortants et pouvoir les attraper et dire: «Je veux, créer une trace pour ça et je veux instrumenter ça au format OpenTelemetry». Donc l'idée de Beyla avec eBPF, c'est du coup de pouvoir instrumenter absolument tous les langages, automatiquement et sans aucune modification de code, puisque là, pour le coup, on va pas aller changer, Java ou JavaScript. On va demander à Linux, dès qu'il y a un programme qui fait une connexion, tu crées une trace pour ça et tu la logs. Hem, donc c'est pas non plus automagique parce qu'il y a forcément des problèmes, de propagation de contexte et cetera. Comment est-ce qu'on sait qu'une connexion entrante, va faire que le code va faire une autre connexion à une base de données, par exemple? Ça, on peut pas forcément le savoir avec eBPF, mais ça permet d'avoir beaucoup de choses, vraiment automagiquement.
Donc Veila, c'est un projet qui est open source chez nous, mais qui est qu'on est en train de donner à la CNCF et qui sera, je crois, sous le nom Hôtel eBPF. Donc voilà, c'est vraiment zéro code pour le coup. Et vous avez aussi des SDK tierces. Donc, par exemple, nous, on travaille beaucoup avec Embrace pour tout ce qui est application iOS et Android. Mais dans le vaste monde, vous avez énormément de SDK, OpenTelemetry, de différents éditeurs pour des cas plus spécifiques. Le dernier que j'ai vu, par exemple, c'était Launch Darkly. Ils ont leur propre SDK pour pouvoir instrumenter les feature flags. Donc voilà, le monde est vaste sur les librairies. Et c'est pas tout. Et à mon avis, on arrive au meilleur composant, c'est la convention. Pourquoi c'est, à mon avis, ce qui a le plus de valeur? Parce que c'est ce qui fait les vrais gains à l'échelle. Parce que quand vous commencez à instrumenter une application, vous êtes tout seul, vous avez une équipe, c'est facile. Par contre, quand vous êtes un SRE qui se réveille à 3 heures du matin parce qu'il y a quelque chose qui a craché et que vous vous rendez compte que personne n'utilise les mêmes clés-valeurs, ça devient compliqué de trouver dans quel cluster Kubernetes se passe le problème, parce qu'il y en a un qui a nommé ça cluster, l'autre qui a nommé ça cluster name, kubernetes.cluster.name, et vous avez 50 clés pour 50 clusters. Et vraiment, la convention, c'est ce qui fait que vous êtes assuré que si vous utilisez les SDK, si vous utilisez les conventions, bah, tout le monde va faire la même chose. Et donc, quand vous allez chercher des informations, elles seront toutes alignées partout dans votre organisation, et même chez des tiers ou dans d'autres sociétés, ça sera beaucoup plus facile. Et donc, pareil, si on imagine un monde idéal où tout le monde a OpenTelemetry, vous construisez un dashboard pour une nouvelle solution que vous avez créée. Ce dashboard, il est valable chez tout le monde, parce que tout le monde va mesurer de la même façon, et vous pouvez partager ce dashboard, il ne sera jamais pas à jour, ou il n'aura jamais à être modifié par quiconque. Et donc, on va passer à une petite démo avant de passer plus de détails sur l'adoption d'OpenTelemetry. Une seconde. Ouais, c'est bon. Ça, c'est très sombre. Je vais me mettre en plein écran. OK. Alors, on est là sur Grafana. Et j'ai une application que j'ai déjà instrumentée. Donc, c'est une application, pour ceux qui connaissent l'OpenTelemetry Demo, c'est un faux site de e-commerce, et sur lequel il y a plein de problèmes parce que sinon, il n'y a pas de démo, forcément. Donc, bah voilà, ma page d'accueil, elle ne charge pas bien, j'ai pas ma liste des produits, etc., etc. Cette application, elle tourne dans un Kubernetes, elle est en microservice, et on va voir quel est l'intérêt du coup d'avoir OpenTelemetry. Donc, je vais aller dans ma partie Application Observability, où là, je vais voir toute la liste de mes services. Et la première chose que nous, on fait dans cette partie Application Observability, c'est que en haut, il y a des filtres. Alors, dans mon cas, c'est très simple, j'ai qu'un seul environnement. Mais comme je disais, si demain, j'ai une question sur un cluster spécifique, je sais que la clé, ça sera toujours kates.cluster.name. Ça ne sera jamais cluster name ou juste cluster ou name cluster, etc. C'est toujours cette clé-là qui sera utilisée par tout le monde. Et je l'ai forcé à personne. Les gens utilisent juste OpenTelemetry et par convention, ça finit comme ça. Donc, même si dans mon site de e-commerce, mettons, j'ai un service qui développe la partie ad service, et que de l'autre côté, j'ai une équipe qui fait du back-end, donc qui fait la partie email, j'ai pas besoin de les synchroniser tant que ça. Je leur dis utiliser OpenTelemetry et ils vont avoir tous les mêmes clés. Et l'autre intérêt, du coup, c'est que comme je sais que tout le monde a les mêmes clés, si je vais sur un de mes services, alors nous, on le fait automatiquement, mais c'est la même chose si vous le construisez dans un autre outil. Je suis sur mon service Product Catalog. Si je vais sur la partie Kubernetes, je saurai toujours que c'est toujours les mêmes clés, donc je peux créer des corrélations. Donc, mettons que je vais prendre une trace avec des erreurs, voilà. Donc, j'ai trouvé un client qui a un problème, donc je trouve la trace, je remonte jusqu'au problème, le catalogue n'a pas marché, etc. Quand je l'ouvre,
Dans mon span, j'ai tout un tas de détails qui sont ajoutés par OpenTelemetry. Donc, cloud.region, le conteneur ID, le hostname, j'ai beaucoup de détails. C'est peut-être un peu petit pour ceux qui sont dans le fond, non? Ça va? OK, vous avez des bons yeux, super. L'IP du pod, et cetera. Et donc, comme ces clés, c'est toujours les mêmes, si moi je crée une logique en disant, bah, quand je vois un span avec kates.cluster.name, je veux un lien vers mon cluster Kubernetes. Bah, quand vous créez cette corrélation, elle sera toujours valable partout. Et donc là, c'est le cas. Alors, j'ai qu'un seul pod, c'est pratique, mais je sais que c'est le bon pod. Et donc, j'arriverai sur le bon pod pour trouver le problème et voir que il crache en boucle, et cetera. Et donc pouvoir chercher plus rapidement les problèmes, puisque, encore une fois, vous vous retrouvez avec un dataset cohérent et pas 50 parce que vous avez 50 équipes. Donc voilà pourquoi je crois fermement que vous vous êtes trompé. Le collecteur, c'est pas le plus important, c'est la convention. Et maintenant, on va passer à une partie encore plus importante qui est l'adoption. Eh ben, je vais vous faire participer encore et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites avec OpenTelemetry, chez vous? Où vous en êtes, grosso modo, dans l'adoption? Ah, ça me fend le cœur, aucun usage. C'est l'effet étudiant, je pense, non? Ouais, c'est pas mal. OK, on a déjà pas mal de réponses. Alors vous êtes, par rapport au sondage que nous on fait, donc du coup pour les entreprises, les résultats sont un peu différents, mais pas tant que ça. Pas tant que ça puisque, laissez-moi une seconde pour revenir sur mes slides. Voilà. Quand on pose la question du coup à nos clients, à nos prospects, où vous en êtes dans l'adoption d'OpenTelemetry, en réalité, il y en a une grosse partie qui ne l'utilisent pas en production. Puisque si vous regardez toute la partie de droite, donc utilisation exclusive, extensive ou on l'utilise en production mais pas exclusivement, pas tant que ça représente une minorité par rapport à, on investigue ou on ne l'utilise pas du tout. Donc c'est encore une technologie naissante puisque au final, moins de la moitié en tout cas de ceux à qui on demande, l'utilisent en production. Mais chaque année, la croissance de l'usage au sein de ces entreprises, il augmente. Donc ce qu'on voit nous, c'est qu'il y a encore une grosse courbe d'adoption, mais par contre, les entreprises qui l'adoptent continuent de l'adopter et ils continuent de l'utiliser plus. Et d'ailleurs, quand on demande aux CTO, aux DSI, quelles sont pour vous les technologies à surveiller sur l'observabilité, l'année dernière, le résultat, c'est qu'OpenTelemetry était devant l'AI. Bon, l'année dernière, l'IA, c'était un petit peu en haut de la liste de tout le monde. Mais pour l'observabilité spécifiquement, OpenTelemetry, c'est cette année et puis l'année d'avant aussi, c'était le sujet numéro un des équipes, des SRE, etc. Mais au final, si on crée un nouveau standard, est-ce qu'on tombe pas dans ce problème-là? Le problème, c'est que si on crée un nouveau standard, on se dit: «Ah super, on va tout mettre, en commun» et en fait, non, on crée juste un nouveau standard qui s'ajoute aux autres. Heu et en réalité, on ne tombe pas dans ce problème-là pour une raison, c'est que le succès d'un standard dépend de son adoption. Il y a sûrement des super alternatives à USB. Qui en a besoin? Voilà. Et ben, c'est un petit peu ce qui se passe. Nous, on croit fermement à OpenTelemetry, chez Grafana. On est les plus gros mainteneurs de Prometheus et on fait énormément d'efforts pour aligner Prometheus sur OpenTelemetry. Si vous connaissez Prometheus, dans la version 3, vous avez peut-être vu passer, par exemple, une ligne qui est le support du TF8. OK, pas tellement de problèmes pour ça. Mais en fait, il y a une raison derrière, c'est que dans Prometheus, le point
est un caractère réservé. Donc, vous ne pouvez pas mettre de point dans les noms des métriques. Ça va devenir un underscore. Et si on est passé à UTF-8, c'est pour pouvoir élargir le nombre de caractères, le nombre de caractères disponibles, pour pouvoir changer ça et pour qu'à terme, le nom des métriques puisse utiliser les points et que donc on utilise ce qu'on a vu avant dans la convention et que le nom des métriques soit vraiment aligné avec OpenTelemetry, qu'il n'y a pas de changement du tout. Et on fait aussi beaucoup d'autres choses, donc Bayla, comme je l'avais dit, est en donation. Le profiling, on a fait beaucoup de choses dessus, puisque si vous ne connaissez pas ce souriant monsieur Ryan Perry, c'est la personne qui a créé Pyroscope. Et quand on a racheté Pyroscope, sa mission principale, c'était de créer la définition du profiling dans OpenTelemetry. Et c'est ce qui fait de sa journée, hein, grosso modo. Euh, Et on n'est pas les seuls à y croire, puisque au final, quand on regarde les projets de la CNCF, OpenTelemetry, c'est le deuxième projet sur tous les KPI, donc le nombre de commits, le nombre d'auteurs, le nombre de pull requests et de issues, donc juste derrière Kubernetes quand même, hein. Mais c'est une échelle logarithmique, ce qui veut dire que c'est pas juste un peu au-dessus de Cilium, c'est exponentiellement largement au-dessus de Cilium. Donc vraiment, c'est un projet qui est aussi important que Kubernetes pour la CNCF. Bon, Kubernetes, je pense que je ne vais pas vous convaincre que c'est important. Donc clairement, on n'est pas dans ce problème de est-ce que c'est pas un standard de plus, est-ce que il va pas servir à grand chose? Non, il y a beaucoup de gens qui l'adoptent et ça devient un vrai standard de l'industrie. Super, bah, on a vu beaucoup de choses. Donc, avant de passer à un petit lab, on va voir du coup la dernière chose, c'est la limite. Qu'est-ce que ça ne fait pas? OpenTelemetry, ça ne stocke pas les données. Il n'y a pas de standard de définition, de requête, et cetera, puisque vos besoins peuvent être très différents. Il y a même des conventions de nommage dans OpenTelemetry qui sont un peu trolls. Typiquement, des gens qui essayent de merger des conventions sur mesurer la fréquence cardiaque et ce genre de choses, comment on nomme les clés pour ce genre de choses. Donc forcément, vous n'avez pas besoin des mêmes bases de données pour faire ça que pour monitorer un Kubernetes. Et donc, OpenTelemetry, ça s'arrête à cette limite-là. Une fois que vous avez traité vos métriques, vos logs et vos traces, vous devez les stocker dans ce qui a le plus de sens. Donc vous pouvez stocker des données avec de très fortes cardinalités dans Elasticsearch, par exemple, et vous dire, oui, mais alors certaines autres, elles ont moins d'intérêt, enfin, j'ai pas besoin d'avoir autant de cardinalité, je vais les stocker dans Loki. Donc, c'est vraiment la frontière avec OpenTelemetry. Et ben maintenant, on va passer à la partie la plus marrante. On va faire un lab ensemble. Bon, le QR code, je pense que ça va être difficile sur téléphone, donc utilisez plutôt directement le lien. Et on va faire ça ensemble. Ok. Bon, je vais le faire en même temps avec vous, pour ceux qui n'ont pas de laptop ou qui n'ont pas envie de le faire parce qu'ils ont la flemme. Alors, ce lab, il est toujours disponible. Il n'a pas l'air de démarrer en plus. Il marche pour vous ou c'est juste moi? Ah non, ok, c'est bon, ça démarre. Du coup, la première chose que ça va faire, c'est que ça va vous installer, enfin, ça va vous lancer un Docker Compose pour une stack LGTM. On va lui laisser 2 minutes. Et je vais meubler les 2 minutes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la stack LGTM, ça veut dire Loki, Grafana, Tempo, Mimir. Donc, Loki, c'est pour les logs, ça commence avec un L. Tempo, c'est pour les traces, ça commence avec un T. Et Mimir, c'est pour les metrics. Et Grafana, c'est les dashboards, les alertes. Je pense que ça, c'est assez connu.
Donc cette stack LGTM, bon, c'est une stack vraiment minimaliste. Là, on cherche juste à avoir de quoi stocker les différents signaux et pouvoir les afficher. Donc le lab, il commence juste en vous expliquant ce que c'est la stack et il vous demande d'attendre que ça soit lancé. Alors ce lab, il est public, donc vous pouvez le réutiliser quand vous voulez. Je ne l'ai pas fait spécifiquement que pour ce soir. Donc si vous voulez le présenter à d'autres gens ou le retester plus tard, vous pouvez. Euh, non, non, ok. Allez, c'est bon. Ok. Alors, est-ce qu'il a eu le temps de charger? Oui. Euh, donc, dans le Grafana, voilà. Donc, on a un Grafana et tout est bon, c'est préconfiguré, mais vous verrez que tout est vide. Si vous allez dans l'Explore, vous allez voir que vous avez un Loki, un Mimir, un Tempo, et vous n'avez aucune donnée dedans. Donc, si je vais par exemple explorer mes métriques, dans mes métriques, je démarre une exploration, j'ai rien du tout. Il y a aucune métrique, aucun log, etc. Donc, on a juste déjà au moins la stack d'observabilité. Et maintenant, on va installer une petite application et on va la monitorer. Ouais, je vais aller directement à l'application. Donc, ce qu'on va faire avant de faire l'application, on va créer notre pipeline OpenTelemetry. Donc, il est déjà disponible. Je vais le lancer. Hop. Et on va aller voir, ça. Alors moi, j'utilise pas la OpenTelemetry Collector, j'utilise Alloy, qui est le projet open source de Grafana de Collector qu'on a, mais j'utilise que des composants OpenTelemetry dans ce cadre-là, j'utilise pas les autres composants, et je l'utilise aussi parce qu'il y a une interface graphique, donc c'est plus simple à présenter. Donc ce graphe, il représente mes pipelines de gestion de mes données. Donc en haut, vous avez le receiver, OpenTelemetry. Donc ça définit juste que je vais accepter de recevoir des métriques, des logs, des traces sur mes ports. Une fois que je les reçois, je vais les envoyer à un premier processeur, Resource Detection, qui permet d'ajouter des métadonnées. Donc dans ce cadre-là, moi j'ajoute des métadonnées sur les variables d'environnement et le système Linux. Mais vous voyez qu'il y a plein d'autres systèmes qui sont disponibles, que je n'ai pas déclarés du coup. Typiquement, vous pouvez enrichir avec des données AWS en utilisant le composant EC2, il y a Azure, OpenShift, etc., etc. Donc c'est un premier processeur qui vous montre que sur toutes les données, je vais les enrichir avec des informations spécifiques à l'environnement. Donc même si mon application, elle n'est pas consciente de où est-ce qu'elle se trouve, quand elle va envoyer ces données, le collector lui va dire: «Je vais rajouter un peu de contexte à ça». Et vous voyez qu'ensuite, ça part un peu dans tous les sens. Alors il y a toute une explication au format texte ici, et en fait, donc mes données, elles sont toutes arrivées dans le même 1er processeur. Et ensuite, on va les splitter et elles vont passer dans différents endroits, et ça vous montre qu'on peut faire des traitements très différents et vraiment filtrer ce qu'on veut.
À mon avis, le bon exemple, c'est les logs et les traces. Les logs, on fait rien dessus. En fait, elles vont juste bypasser complètement les autres processors et on les envoie directement à ce dernier processeur qui est le batch processor, qui lui fait juste que grouper les messages. Donc typiquement, quand vous avez une ligne de log, plutôt que d'envoyer une ligne par une ligne et de faire une connexion à chaque fois, le batch processor fait un gros paquet, et en envoie, plein d'un coup pour économiser la bande passante et le réseau. Et les traces, eux, sont plus complexes. En fait, on va les split, on va envoyer 2 fois les traces à 2 endroits différents. On va les envoyer au batch processor, donc on va dire: «Je prends mes traces, je les envoie et je les stocke tout de suite. J'ai rien d'autre à faire». Mais je vais aussi les envoyer à un autre processeur qui va générer des métriques à propos de mes traces. Donc par exemple, compter combien de personnes, combien il y a eu de traces, combien de temps elles ont pris et cetera et cetera. Et c'est ce qu'on voit, ici. Elles arrivent, dans c'est le connecteur host info, je crois? Ouais, et ensuite elles sont envoyées au batch processor et le batch processor, lui, envoie ensuite à 3 endroits différents. C'est 3 exporteurs. Il y en a un pour les métriques, il y en a un pour les logs et il y en a un pour les traces, tout simplement. Donc on a créé notre pipeline, ce qui veut dire que là, on peut envoyer des données OpenTelemetry, à l'œil et il va les envoyer à Loki, Mimir et Tempo. Maintenant, on va se trouver une application. Donc j'ai une application déjà, disponible qu'on va lancer. Alors c'est une application Java, pas un expert Java, donc si vous avez plein de questions sur Java, il faudra trouver quelqu'un d'autre, mais j'ai réussi à la faire fonctionner quand même. Merci! Donc mon application, elle est assez simple. C'est une application qui s'appelle Rolldice et donc quand je la lance, ça va me renvoyer quelque chose entre 1 et 6. Donc c'est un lancer de dés. Vous voyez, j'ai de la chance. J'ai fait un 6, très vite, et un 5 et voilà, donc vous voyez, je suis très chanceux ce soir. C'est une application du coup très simple et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'instrumenter avec OpenTelemetry et on va commencer par l'instrumentation, zéro code, donc l'instrumentation automatique. Le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va créer des variables d'environnement. Ces variables d'environnement, elles vont permettre à OpenTelemetry de savoir où envoyer mes logs, mes traces. Est-ce que j'ai des métadonnées à ajouter qui sont spécifiques? Il y a d'autres moyens de les déclarer, hein. Vous pouvez, passer des arguments, à la commande Java, mais les variables d'environnement, c'est universel, donc c'est généralement le moyen qui est recommandé. Donc par exemple, si je prends cette dernière variable, hotel exporter OTLP endpoint, en fait, je dis tout simplement: «C'est là que se situe le collector», donc c'est là que tu dois envoyer tes métriques, tes logs, tes traces pour être traitées et stockées plus tard. Pareil, le protocole, je dis que je veux utiliser gRPC et pas HTTP, et cetera, et cetera. Donc je rajoute des métadonnées et je configure où est-ce que je vais envoyer toutes ces informations-là. Maintenant que c'est fait, bah, mon application, elle, c'est pas magique. C'est une application Java, elle fait des jetés de dés, elle sait rien faire d'autre. Du coup, on va aller modifier certaines choses. Vous allez voir, c'est très compliqué. Dans notre application Rolldice, j'ai déjà un script, shell qui, télécharge, tout ce qu'il faut et qui lance. Et donc vous voyez que tout simplement, on lance un jar. Et ce qu'on va faire nous, c'est que on va changer cette commande, donc ce Java pour lancer un jar, on va la changer et la seule différence, c'est que on va rajouter un Java Agent. Le Java Agent, c'est un concept qui est spécifique à Java. C'est un side programme pour pouvoir, lire des informations et fonctionner comme un sidecar, en fait. Donc j'ai changé mon shell, j'ai juste rajouté mon Java Agent et maintenant je vais relancer, mon application. Donc il va me lancer mon application en utilisant le Java Agent, OpenTelemetry, à côté de ça et on devrait commencer à recevoir des données si on fait des requêtes. Alors j'attends que ça démarre. Voilà, je pense que ça a démarré. On va tester. Ouais, c'est bon, ça a démarré. Hem,
j'ai un script là, ici, avec Docker qui génère un peu de trafic. Ça utilise Cassis, mais vous pouvez faire plein de curls si vous avez envie. Et avec ce Cassis, du coup, on génère plein de requêtes. Donc là, vous voyez que j'ai, player Diana, is rolling the dice, le résultat, et cetera, qui est affiché en console. Et maintenant, on va aller voir un petit peu, ce que ça donne, dans Grafana. J'ai toujours, d'allumer. Je vais retourner dans Explore. On va aller voir les logs, déjà. Donc vous voyez, on a déjà des logs qui arrivent avec le nom du player, is rolling the dice, le résultat. Et ça, pour le coup, mon application Java, elle log nulle part. Il y a pas de fichier, il y a rien, c'est juste la sortie en console et l'OpenTelemetry, agent va l'intercepter et l'envoyer selon le pipeline qu'on a défini. J'ai aussi du coup déjà les traces, puisque là, mon application, elle est en Spring Boot. Non, bon, OK, elles sont pas encore arrivées. Peut-être pas. Ouais, non, elles sont pas encore arrivées, je pense. Mais j'ai des traces qui devraient arriver et qui devraient me montrer que, bah, voilà, mon application, elle tourne et j'ai tout ce qu'il faut. Bon, forcément, il y a un petit temps de traitement. Pareil pour les métriques, je devrais commencer à recevoir des métriques, plus spécifiques. Par exemple, si je fais JVM, j'ai des informations, j'ai des métriques qui sont créées à propos de ma JVM. Pareil, j'ai rien instrumenté de particulier, j'ai juste mis l'agent et ça y est, je récupère des informations, pertinentes. Je vais voir quand même si j'ai des traces qui arrivent ou pas encore. Ouais, non, bon, c'est le direct, ce sont des choses qui arrivent. Bon, on a récupéré nos informations, via OpenTelemetry, et tout ça, on l'a fait automatiquement. Ça, le zero code, les zero code instrumentation sont très bien pour ça, puisque du coup, vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous pouvez utiliser un opérateur sur Kubernetes, vous pouvez suivre la documentation pour chacun des langages et vous allez récupérer beaucoup d'informations, assez facilement. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait si on a des informations qui sont spécifiques à notre métier? Et ça, c'est la dernière partie du lab, c'est l'instrumentation, manuelle. Heu, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec OpenTelemetry, pour générer vos métriques métiers. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller compter le nombre de lancers de dés et leurs résultats. Et ça, c'est spécifique vraiment à mon application. Mon application, je fais un jeté de dés, j'ai un 1, j'ai un 2, j'ai un 3, et cetera. Et je veux vérifier que j'ai, le même nombre de, 1, de 2, de 3, de 4, de 5 en moyenne sur la durée et que du coup, mon random, il fonctionne bien. Donc dans cette partie-là, on va rajouter déjà un composant, une dépendance, c'est OpenTelemetry API, pour pouvoir communiquer avec, le collector. Donc on va aller dans les sources de notre application. Non, il est pas mis là. Hop. On va aller rajouter une dépendance. Voilà, je le fais à une main, alors c'est pas pratique. Toujours pas bon. Voilà. Donc c'est bon, j'ai rajouté ma dépendance. On va aller aussi modifier du coup le contrôleur. Donc le code directement. Hop, je vais c'est le bon? Non, c'est pas le bon. Le contrôleur. Donc je vais juste faire un copier-coller, mais pour vous expliquer ce qui se passe, déjà, on va aller rajouter évidemment, importer les librairies OpenTelemetry API et ensuite on va aller créer un compteur qu'on va définir. On va dire: «Bah, voilà, il s'appelle comme ça, il sert à faire ceci et je veux que tu le construises s'il n'existe pas» et ensuite, on va l'incrémenter. À chaque fois qu'il y a un jeté de dés, on va l'incrémenter et récupérer cette métrique-là. Donc ça, c'est déjà tout fait. Si vous avez la flemme comme moi, vous copiez-collez, le code. Ouais, une main, c'est pas facile.
Ok, c'est modifié. Donc on va devoir recompiler et relancer l'application. On va faire ça. Ok, je pense qu'elle fonctionne là. Hop, on va relancer un test de charge. Voilà, donc on a bien des joueurs qui arrivent et qui font des jetés de dés. On va retourner dans Grafana. Alors ça va prendre un petit peu de temps, ça prend une minute pour arriver. Je vais regarder que j'ai bien des logs qui arrivent. J'aimerais bien voir si mes traces elles viennent ou elles viennent plus. Ok, bon, il n'y a plus de traces, c'est malheureux. Dans mes métriques, je devrais avoir au bout d'une minute à peu près, voilà, une métrique qui commence à arriver. Ah, pour l'instant, elle n'est pas encore, elle a juste été déclarée, elle est vide. Dice rolls. Donc on va aller faire des requêtes dessus. Hop. Mimir. Code. Dice rolls. Et c'est parti. Je vais refresh un peu régulièrement. Voilà. L'agrégation arrive que toutes les 60 secondes, donc c'est normal, vous n'allez pas voir beaucoup de choses bouger, ça, c'est toutes les minutes. Et donc là, vous voyez, en fait, on a le nombre de jetés de dés qui ont donné la valeur 1, le nombre de jetés de dés qui ont donné la valeur 2, le nombre de jetés de dés qui ont donné la valeur 3, etc. etc. Donc avec ça, on va pouvoir, sur le long terme, contrôler certaines choses, savoir si effectivement notre random il fonctionne bien. Je vais peut-être zoomer sur les 5 dernières minutes parce qu'une heure c'est un peu vide. Voilà. Donc comme je vous le disais, vous voyez, à 7h30, j'ai les premières métriques qui sont arrivées. Elles ont été actualisées qu'à 8h30, c'est une fois toutes les minutes. Et donc là, déjà, je vois que mon random, il n'est pas génial puisque ça n'a pas l'air de converger beaucoup. Évidemment, je tire des conclusions basées sur une dizaine de jetés de dés. Mais voilà, j'ai déjà créé une métrique qui est spécifique à mon business et j'ai réutilisé ce qui était déjà disponible avec le Zero Code Instrumentation. J'ai juste rajouté une classe Java qui m'a permis d'avoir des données métiers spécifiques à mon cas d'usage. Le lab se finit là. Vous pouvez le réutiliser autant que vous voulez. Vous pouvez contribuer dessus si vous voulez. Vous pouvez le forquer, etc. Et c'est le moment, si vous avez des questions, on va pouvoir y répondre. Voilà. Vous pouvez aussi me contacter directement, mais c'est le moment pour les questions, s'il y en a. Oui. Ouais. Ouais. Base de données, ouais. Il y a déjà des conventions pour les bases de données. Il y a déjà des conventions aussi pour l'infra. Après, c'est simplement que le premier signal qu'a fait OpenTelemetry, c'est les traces. Donc les traces, c'est applicatif. Mais clairement, c'est aussi pour ça qu'on travaille sur l'alignement de Prometheus avec OpenTelemetry. C'est
pour avoir OpenTelemetry aussi sur l'infra, etc. Oui. Bonjour. Merci pour la démo. J'avais une question par rapport au dashboard que tu avais avec tous les services. Ça, c'était avec Grafana Cloud ou c'était on-premise? Ça, c'est dans le cloud. Ça, c'est dans le cloud. Plus ou moins. En fait, pour donner exactement la différence, c'est que dans le cloud, ça, la partie où il y avait toutes les listes de services, c'est pas un dashboard, c'est une scène. Et pour vraiment simplifier, les dashboards, c'est des JSON qui définissent ce qu'on va montrer. Et les scènes, et vraiment pour simplifier, c'est du JavaScript pour définir ce qu'on va montrer. Donc, c'est un peu plus dynamique. Dans un dashboard, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, je ne l'ai pas montré, mais on voyait quelle technologie c'était. Est-ce que c'était du Go, du Java, etc. Et quand on va dans le service, il y a un onglet Go ou Java ou etc. Et ça, dans un dashboard, aujourd'hui, on ne peut pas le faire. On peut que afficher quelque chose et il sera vide s'il n'y a pas de données. Donc, mais grosso modo, vous pouvez construire quelque chose d'équivalent, juste que nous, on construit du coup une vraie app pour que ça soit joli pour les clients et facile à utiliser. J'ai été si clair que ça? Oui. Ouais. Bah, au final, c'est ce que fait le Java Agent là dans cet exemple. C'est que c'est un sidecar qui vient chercher de l'information directement. Bah, par exemple, si on voulait regarder le nombre de classes JVM, le garbage collector, etc., le Java Agent va faire ça. Mais forcément, pour tout ce qui est l'instrumentation manuelle qu'on a fait à la fin, ça, c'est obligatoirement dans l'appli parce que c'est pas quelque chose qui peut être intercepté, c'est vraiment spécifique à l'appli. Mais oui, sinon, l'intérêt, c'est quand même d'essayer de récupérer automatiquement les données sans avoir à toucher le code. Et c'est ce que essayent de faire les Zero Code Instrumentation. Tout le début où on a récupéré les logs, les traces, les sorties console, on n'a pas du tout touché aux librairies ni rien. Ouais. 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 Alors, je suis pas l'expert sur eBPF, il y en a déjà pas beaucoup tout court. Le problème de BPF, c'est garder le contexte. Parce que si on prend une application microservice comme le site de e-commerce qu'on avait là, si on avait que de l'eBPF, le problème, c'est mon client, il clique pour mettre un produit au panier. Donc, le panier, potentiellement, il va stocker ça, mettre ça dans une session. Il va peut-être aussi appeler le stock, par exemple. Donc, il y a toute une transaction qui se fait. Ça, eBPF, lui, il va juste récupérer les call systems. Et c'est très difficile au niveau eBPF de pouvoir dire ce call à la base de données vient du fait que le client a cliqué là. Et donc, c'est un peu le problème avec eBPF aujourd'hui. On arrive à garder tout le contexte dans Go et uniquement dans Go. Et il y a plein de sujets exploratoires pour Ruby, Python, etc. Mais aujourd'hui, eBPF, ça permet de choper tout, absolument tout automatiquement, mais pas de garder le contexte des transactions complètes. Sauf en Go. Ouais. Alors, juste que Ryan, il en parle sur Slack, c'est à peu près tout. Non, c'est très large, c'est très large. Est-ce que tu as un problème spécifique que tu résous? Ouais. Ah, Front-end, je ne sais pas du tout. Pour le coup, je ne sais pas, j'ai vu qu'il y avait des choses là-dessus, mais je ne suis pas du tout au courant. Pour le profiling, je pense que ça va aller vite parce que la convention, elle a été validée, etc., mergée. L'agent Elastic l'a donné et Pyroscope a déjà une implémentation en bêta de OpenTelemetry Profiling. Ce qui manque, c'est que le collector fasse aussi du profiling. Je pense que ça soit mergé dans le collector. Et là, je pense que ça accélérera très fort. Donc,
potentiellement, je pense que c'est cette année, quoi.